il est juste et bon de rendre hommage à ces étudiants qui reprennent un petit peu toutes ces informations, tout ce qui a été publié, tout ce qu'elle peut trouver aussi auprès des familles ou des gens qui l'ont connu, peut-être, s'il en reste encore. C'est compliqué, évidemment. On attend beaucoup de votre intervention pour nous faire connaître cette Lucie Bartre, femme du Ribéral. Voilà, femme d'Ille sur Tête. Île sur Tête, hein, nous connaissons bien Joseph Sébastien Pons, mais Île sur Tête a donné encore beaucoup de perles littéraires à notre département, à notre Catalogne Nord. Donc je te laisse la parole. Merci à tous et à toutes. Avant de commencer, je vous dis, la conférence elle va être en bilingue, français-catalan, d'accord? J'ai un peu de mal à trouver des choses, donc si à la fin vous voulez me donner des informations que j'ai pas, je serai ravie de parler avec vous. Donc on va commencer avec sa vie privée. Elle est née à Lyon. La date exacte c'est le 4 d'avril de 1881. Mais ses parents, ils étaient tous les deux de Perpignan. Ils travaillaient à Perpignan. Et elle a eu 2 frères qui s'appelaient pareil. Un, il est né Jean Sali, mais il a vécu que 2 mois. Et l'autre, Jean Sali, il a vécu 18 ans. Et il est arrivé à habiter à Lyon avec Lucie. Mais elle a fini toute seule, fille unique. Elle habitait à Lyon, aux Petites Places aux Herbes, où ses parents ils ont ouvert une boutique de robe, de textile. Et elle était voisine de Jean Amade et de son fils, lui, Amade. Et ça, on verra plus tard que c'est important dans l'histoire. Son éducation, elle a été en français à la Germanes del Sant Sacrament, à Illa, une école només per nenes, només de noies, molt religieuse. C'est très important de savoir qu'elle a été très... Parce qu'elle a fini par écrire sur la religion et tout avait un rapport. Après, plus tard, elle s'est mariée avec un pépiniériste, Bonaventura Joan Bartre, qui era... Pourquoi pas? Il était riche. Et il a fait une villa qui s'appelle la Villa Les Mimosas. Cette villa, bon, on a des hypothèses. Le nom, on se dit qu'il vient du cocktail. Parce que Madame Bartre, elle pouvait boire du mimosa. Mais aussi, peut-être, c'est pour les plantes. On ne sait jamais, ce sont des hypothèses qu'on a obtenues à l'oral. Après, il avait aussi le terrain où maintenant, à Île-sur-Tête, il y a la Catalane. Lui, il a donné le terrain pour faire la Catalane. Et après, plus tard, ils ont vu qu'ils n'avaient pas de descendants directs. Donc, c'est pour ça que l'héritage des Lucie, il est un peu partout et nulle part. Et on a dit qu'elle était religieuse et pratiquante, mais elle n'avait pas une bonne relation avec Joseph Bonafont, al pastoret de la Vall d'Arles. Mais elle était copine avec Esteve Casaponso. Et lui, il a corrigé les premières œuvres, Las Chipoteras et Las Bugaderas, qui a été publié d'abord à Primes Passus, et plus tard, avec les corrections, elle l'a réécrit et elle l'a publié à Rialles. C'est pour ça que dans Primes Passus, trouvons un hommage à la sœur de Casaponso, la Balota, et c'est pour ça qu'elle a écrit une pièce qui s'appelle La Balota, sa casa. Et là, on commence avec sa vie artistique. Parce qu'elle touchait tout, hein? Elle pouvait tout faire. Elle avait le temps aussi. Elle aimait dessiner, vous le voyez là, dans sa maison. Si vous voulez, il y a un cavi qui parle de toute sa maison. C'est super. Et vous pouvez voir que chez elle, il y avait déjà des décorations dans les murs ou partout. Et que surtout, elle a fait
elle a pris son temps à travailler tout ce que c'est le fer, l'acier, pour faire par exemple des pyrogravures qu'on trouve là. Aquestes pirogravures les trobem, aquests pirogravats els trobem al llibre Rialles. Au début de chaque pièce, on trouve une scène qui sort dans la pièce. Et c'est elle qui a tout fait. Après aussi, elle a fait un chemin de croix. Quand elle était à la cathédrale de Lyon, elle a vu que ça ne lui plaisait pas, qu'elle était pauvre, le chemin de croix. Et elle a décidé qu'elle pouvait en faire un de mieux, de plus beau. Donc, elle s'est enfermée avec sa collègue, Mademoiselle Alcouf, en 1936. Elles se sont mises toutes les deux dans un atelier, elles ont demandé tous les matériels à Paris et elles ont fait un chemin de croix. Que le 14 mars 1937 a été baptisé par l'évêque de Perpignan, l'évêque Bernard. Et après, dans la musique, elle était aussi douée pour ça. On peut le voir dans ses œuvres. Il y a des danses, des chansons et même, on en parlera plus tard, il y a des chorégraphies d'un ballet. A les Fades del Rosselló és on més ho trobem, però era molt amiga de Charles Lafont, dit aussi, avec qui elle se trouvait i ella escrivia les lletres i ell composava la música. On le sait parce que, par exemple, ils ont fait ensemble la cançó dels préssecs d'Illa. Sa vie artistique mais la partie littéraire. Ici, on a une liste de toutes les œuvres qu'elle a publiées. En français, il n'y en a que 2, mais c'est très important de savoir que ces 2 œuvres qui sont en français sont des traductions. Toutes les œuvres, toutes les pièces, elles ont été écrites directement en catalan, même si elle a été éduquée à l'école en français. Donc, dans ces 8 œuvres en catalan, il y en a qui sont répétées, par exemple avec Primers Passos, on verra plus tard qu'elle les a réécrites avec un catalan plus propre, on va dire, pas à la française, parce qu'elle aimait écrire tel comme sonne. Tu dois les lire à voix haute pour comprendre ce qu'il y a écrit. Et en plus, elle a été fondatrice de la bibliothèque d'Illa, et aussi elle a été fondatrice des CAVI avec Simone Agaï et Jean Martí. Comme j'aime dit, no parlava català. Non le savait écrire. Le parler, oui, je pense que oui. Mais elle ne savait pas l'écrire. Donc, elle l'a appris de façon autonome. Et on a vu une évolution. Il y a les possibles causes. On sait qu'elle a écrit après. Et on le voit parce qu'au début, par exemple, dans les 2 premières œuvres, toutes les indications et les accotations, ils sont écrites en français. Només els diàlegs estan en català. Tota la resta, c'est en français. Après, avec les prénoms aussi, elle doute. Elle doute parce que dans la même pièce, tu peux trouver Jeanne et Jeanne. Ou tu peux trouver Jean ou Joanne. Surtout au début, elle doutait avec les prénoms. Et même après, quand elle écrivait tout en catalan, il y avait des prénoms qu'elle écrivait en français. Après, il y a les accents écrits de différentes façons dans le même texte. Ça, il y a des différentes hypothèses. Peut-être c'est parce que c'est mis d'un côté et l'autre de l'autre, mais c'était pas l'idée de le faire comme ça. Ou parce qu'elle a décidé que les accents, elle savait qu'elle devait le mettre, mais elle ne savait pas le sens. Ça, c'est possible aussi. Et on sait qu'il y a ces 2 corrections, on les a trouvées, que Jean Amade, son voisin, lui a corrigé al testament de l'oncle Apone, que si ce n'est pas le premier, c'est le 2e livre qu'elle a publié. Et il a été corrigé par lui, on verra plus tard, parce qu'on a l'écrit à même corrigé par. Et Esteve Casapons, qui a corrigé, comme on a dit avant, les bugaderes et les chipoteras. Et après cette évolution, quand elle commence à abandonner la francisation ou toutes les influences que tenia al seu voltant de son éducation, en fait. Donc, c'est peut-être pour ces causes-là, elle a plus de contact avec des auteurs du Sud.
Sabem que va anar als Jocs Florals a l'Empordà, on va conèixer Montserrat Vayreda, qui est une écrivaine de Figueres, et elles ont eu une correspondance. Ils s'envoyaient des lettres. Malheureusement, on a seulement les réponses de Lucie, parce que dans les fonds Montserrat Vayreda, ils ont gardé les lettres, mais on n'a pas la réponse de Madame Vayreda. Il y a aussi, les gens disent qu'elle avait aussi une relation avec Dali, que Dali était venu haïr chez elle. On n'a pas de preuves, donc je ne sais pas. Tout est possible, tout est réalisable. Et après, dans les jours floraux, je pense que ça a été aussi très important pour elle, au moment d'écrire, de parler, de se mettre dans toute cette ambiance catalane et en catalan. On a trouvé des lettres avec monsieur Carles Grandó, avec qui elle a eu une relation. Et je pense que c'était bien parce qu'elle elle parlait toujours franchement avec lui. Une fois, dans une lettre, elle lui dit que les jours floraux ils sont trop tard, qu'elle habite à Lyon et qu'elle ne va pas prendre le bus parce qu'après elle rentre trop tard et qu'elle est âgée déjà. Donc, monsieur Grandó, il fallait faire quelque chose. Après, pourquoi elle a commencé à écrire? C'est ça l'important. Elle a commencé à écrire parce qu'elle voulait collecter de l'argent pour San Mauricio de Graulera, pour toutes les pièces en français, elles n'avaient pas du succès, ni l'intérêt du public, parce que le public était catalan. Ils voulaient en sentir choses en catalan. Par tant, elle ne trouvait rien qui pouvait s'adapter parce qu'elle faisait toujours des pièces moins populaires. Elle a décidé de remplir ses vides et commencer à écrire en catalan. Donc, comme ça, les gens du peuple, elles se sentaient représentées d'une façon et d'une autre. Parce qu'elle écrivait toujours des petites scènes quotidiennes. Mais là, c'est ici que je peux vous expliquer que Monsieur Bonnafont, il n'était pas content. Parce que ça ne lui plaisait pas. Il croyait que ces œuvres-là, des comédies, sur des trucs religieux, sociaux, politiques, non, ça ne pouvait pas se faire pour collecter de l'argent. Non. Donc bon, ils n'avaient pas une bonne relation. Mais ils ont dû cohabiter ensemble quelques années. À part ça, ses caractéristiques, à part être dessinées, c'était toujours amateur et populaire. Elle écrivait normalement en réfléchissant déjà avec la personne qui allait interpréter ce rôle. Par exemple, si c'était la madame riche de la ville, donc elle savait la personne qui allait faire ces rôles. En plus, elle parlait toujours des traditions. Dans ses œuvres et dans ses pièces, on trouve des fêtes des villages, Pâques, Noël, la vie de l'agriculteur, les différents niveaux sociaux aussi. Mais surtout, entre Perpignan et le reste. Parce que Perpignan, c'est toujours la ville, mais tous les autres villages, elle les mentionne toujours. Mais on ne sait jamais où nous sommes. Peut-être elle s'en va à Estagel, on sait qu'elle part à Estagel, mais on ne sait jamais d'où elle sort. Pour les distances, on suppose qu'elle sort toujours d'Illa. Però no n'estem segurs. També se'n va a Arles, agafa el tren, a Baixàs, elle va partout. Elle écrivait avec les auteurs, ça on l'a dit, et des situations quotidiennes. Mais cette situation quotidienne, on sait qu'il y avait des fois qui étaient passées dans la vie réelle. Donc, c'est pour ça qu'elle le transformait en comédie. Et maintenant, on commence avec les Jeux floraux. Ici, c'est un peu en résumé. Ici, c'est tous les prix qu'elle a gagnés. Et à côté, quand elle a été mantenidora et qu'elle a créé un prix. Donc d'abord, elle a gagné pour el Testament de l'oncle Pone i Primers Passos, que són les primeres obres, les deux premières. Després, Retalls, qu'on le verra plus tard, c'est les premiers petits recueils qu'elle a publiés. Després, Fades del Rosselló, qu'elle a partagé avec Carles Grandó. Une autre fois, les Fades del Rosselló,
Et le dernier, c'est une petite pièce. C'est curieux quand même, parce que c'est une petite pièce qui est dans une de ses œuvres, qui est Amor y Calces, et elle a gagné, c'est le dernier prix qu'elle a gagné. A partir de ce moment, elle a été co-mantenidora dels Jocs Florals de la Ginesta d'Or et va créer un premi. Elle a créé un prix pour des jeunes. Elle voulait promouvoir l'écriture de pièces de théâtre en catalan pour les jeunes. Donc, elle a créé un prix qui s'appelait Prix Lucie Bartre. Donc, d'abord, on va parler des 2 premiers prix qu'elle a gagnés. Primes Passos, c'est un petit recueil de 3 pièces, Las Bugaderes, La Balota a casa et Las Chipoteras. Al Testament de l'oncle Pone, cette version, si vous voyez, je pense que ça se voit pas trop bien, però a dalt posa corrigé par Amado. Donc, on sait quand il a été corrigé. Et comme on a dit, Primes Passos, la Balota a casa, elle le réécrit jamais, mais les 2 autres, il les réécrit avec moins de fautes. Ratals, par contre, c'est un peu plus long et on a là les pièces qu'il y a dedans. Elles sont toutes des pièces comiques et dedans on peut y trouver des fois des poèmes chantés. Mais elle nous a pas mis les partitions. Et après on arrive au son succès, parce que je pense que Las Fades del Rosselló est el seu èxit. Il y a tout. Il y a de la musique, de la poésie, du théâtre, il y a tout. La pièce, elle est dans l'œuvre Els 7 pecats capitals. Et normalement, elle doit parler de l'envie. Ici, on peut dire que peut-être Madame Bartre, elle n'a pas bien interprété la traduction. Comme grâce à un article de Pere Verdaguer, on a réussi à savoir que l'enveja est un pecat capital, però pas dans cette pièce. C'est pas la même envie. En français, il y a 2 façons de voir l'envie. C'est comme l'envie de je souhaite, tinc ganes, vull, et être envieuse de quelqu'un. Dans la pièce, la seule chose que veut la bergère, c'est partir d'ici. Elle veut voyager, elle veut voir des choses. Et Las Fades del Rosselló lui montre qu'elle a tout ici. Que té el Canigó, que té el riu, que té la platja, que té les muntanyes, que... Què més vol? Ja ho té tot, no li cal res més. Així que c'est un hommage à Catalunya Nord. Aussi, on peut voir, pour ceux qui sont plus à analyser le texte, qu'il y a ici, commençant la chorégraphie du ballet, que j'ai dit avant, qu'elle savait aussi comment ça marchait la danse et tout ça. Donc, elle écrit tout ce qui doit faire l'effet pendant toute la pièce. Et quand elles doivent sortir, si elles doivent tourner, si elles doivent aller devant la scène, derrière, elle a fait toute une chorégraphie. Après, on a la chanson d'Alianou, que Charles Lafont a arrangée, parce qu'elle existait déjà. Charles Lafont l'a arrangée pour elle, et elle l'a mis là-dedans. Et on peut la trouver que c'est Lianou qui est surprise pour un berger, mais elle est là-dedans et ça se chante. C'est pour ça qu'il y a tout dans cette pièce. Pour finir, on peut voir tous les personnages qu'il y avait et c'était que dans un seul acte. Elle a tout fait dans un acte. Et après, les derniers, on y trouve Amor y Calces. C'est une comédie, une pré-comédie. Je comprends qu'elle ait gagné le prix parce que j'ai beaucoup rigolé. C'est un monsieur qui est amoureux d'une fillette qui travaille dans, quina casualitat, en una botiga de robes. Et ils veulent se marier tous les deux. Mais le père, il veut pas. Donc, le pauvre garçon, il doit chercher une autre fille. Però acaben a un judici perquè el noi no s'ha pogut casar et il pense que c'est à cause
du monsieur parce qu'il faisait les caleçons. Et ils n'allaient pas bien parce que chaque fois qu'il le prenait, il le mettait, il s'habillait, ils étaient petits. Donc la fois qu'elle est allée voir la nouvelle fiancée, quand il s'est levé, crac. Donc la fiancée il a dit non, moi avec celui-là, je reste pas. Et c'est la fille qui a dû envoyer une lettre au juge en disant c'est moi qui l'a fait parce que je veux me marier avec lui, mais mon père, il veut pas. Donc à la fin, le père, il doit laisser que sa fille se marie avec le jeune homme pour pouvoir finir avec les problèmes. Parce que il y a de l'argent toujours au milieu, vous savez. Pour finir, je sais que la photo, elle ne va pas très bien, mais c'est des seules photos que j'ai sur Madame Bartre. Et c'est le discours qu'elle a fait en 1950 com a presidenta dels Jocs Florals de la Ginesta d'Or a Perpinyà. És tot en català, però ella va decidir, per exemple, que volia que seguís mantenint tot com era a l'ortografia original. No va voler que es canviés res. Sí. Avant Pompeu Fabra. Et elle a arrêté d'écrire en 1948. Elle disait que c'était parce qu'il fallait savoir s'arrêter. On sait qu'elle s'est arrêtée de publier, mais on ne sait pas si elle s'est arrêtée d'écrire. Mais après, juste 5 ans avant sa mort, elle publie La pastorale de l'Infant Jesús. Et c'est la seule pièce et la seule œuvre qu'elle publie avec son prénom en catalan. Et elle la publica Llucia Bartra. Et la pièce, elle est entièrement en catalan, elle est très bien écrite. Et bon, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est bien d'avoir cette petite pièce juste avant sa mort, en 1977. Pour les références que j'utilisais, à part tous les livres et les gens qui m'ont aidé, parce qu'à l'oral, ça a été très important, sinon, no estaríem aquí. Sobretot, la revue Tramontana et gràcies, je veux rendre hommage. Je sais que a Pere Verdaguer, que va deixar moltes coses escrites et que je pense que c'est très important de revaloriser tout ce qu'on a parce que sinon on va le perdre. Voilà, donc un grand merci à Olga. J'allais dire à Lucie, non? Mais aussi... On est des copines, mais pas... Voilà, pas le même moment. Donc, si vous avez des questions ou des témoignages, effectivement, puisque vous voyez que cette étude, elle est encore incomplète, malheureusement, et pourtant, c'est une personne qui a vécu ici, une personne d'ici, qui a vécu ici, qui est morte il n'y a pas si longtemps que ça, et pourtant, eh bien, quand on veut étudier sa vie, son œuvre, eh bien, on se heurte à une certaine oubli, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est souvent le cas des périodes récentes, on le sait, les périodes récentes, souvent on a du mal, quand on est chercheur, historien, voilà. Mais en tout cas, un grand merci, Olga, parce qu'on apprend vraiment un peu plus sur ce personnage. Est-ce que vous avez des choses à dire? Bonjour, merci à la conférencière, merci Olga. Je voulais juste savoir où se trouvaient les archives ou comment Olga a pu mener ses études, ses recherches. Il n'y a pas d'archives. Donc j'ai commencé la recherche à partir de ces pièces. Toutes les pièces que je montrais, qu'il y en a 8 en catalan et 2 en français, je commençais par là. Après, j'ai regardé les archives du département pour savoir les dates des naissances, des décès et des mariages. Et après, les cavis aussi, il y a quelques cavis sur elles que j'ai pu utiliser. Après, c'était pour moi, mais ça m'a beaucoup aidé les fonds Carles Grandó, qui est à la fac de Perpignan.
qu'il est vraiment, il y a beaucoup de choses là, comme des lettres de Pau Casals, et c'est très intéressant. Mais après, à part chercher dans les archives et trouver les recensements et tout ça, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver plus d'informations. En plus, je suis allée à la maison, à la ville de Mimosa, avec le propriétaire actuel, pour voir s'il y avait quelque chose. On a trouvé les pyrogravures et toutes les décorations et les murs qu'elle avait déjà dessinés dessus et tout ça, c'est encore propre, oui, entier, plus que... mais on n'a pas de documents, il n'y a pas d'archives, donc tout ça c'est la recherche depuis zéro. Donc il n'y a rien. C'est pour ça que si vous savez plus d'informations, moi je suis ouverte à écouter tout le monde. Merci beaucoup Olga. Vraiment, moi je suis admirative par le résultat, mais aussi par tout ce que j'imagine derrière de votre travail. Quand on travaille sur un personnage, il y a l'amour qui s'y met. Et donc, elle est là ma question. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, vers Lucie Bartre? Moi j'aime beaucoup la littérature, surtout la littérature catalane. Et quand je suis venue ici à Perpignan pour étudier, j'ai connu Lucie Bartre à l'université. Et j'ai pensé, peut-être il y a des choses sur elle. Et j'en avais jamais entendu parler. Simone Noguet, elle est connue déjà, mais Lucie non. Donc j'ai pensé que peut-être ce serait intéressant de rechercher. Et quand j'ai vu, ça entre nous, qu'il n'y avait pas des poèmes sur la nature, j'ai pensé, je pense que ça va m'aller. Et j'ai vu que c'était des pièces, des comédies et des choses qui pouvaient se passer ici et de l'autre côté de la frontière, parce que c'est un village. Donc ça se touche, c'est pareil, les conversations, les moments à la boucherie ou au foirail, c'est partout pareil. Donc j'ai pensé que ça serait intéressant et voir s'il avait eu beaucoup des relations avec les Sud et comment ça avait impacté ou comment ça avait fait évoluer la littérature ici, pas qu'avec Lucie, sinon avec les jeux floraux, avec toutes les revues qui s'y sont faites, qui écrivaient en catalan et en français. Je trouve ça intéressant, même si c'est un terrain à explorer. Ben vraiment, félicitations. Vraiment, je vous félicite. Et puis, par rapport à votre introduction tout à l'heure, la jeune génération comme ça qui fait vivre le passé comme elle le fait vivre, c'est-à-dire qu'on s'y croyait dans les poèmes et dans les pièces de théâtre. Alors, une toute petite question plus technique. Oui. Il me semble que sur un des écrits de Lucie Bartre, j'ai vu un vers de Jacint Bardaguer. Montañas regaladas. Oui, parce que c'est la chanson qui danse les petites fées Fadas del Rosselló. Merci beaucoup. Sí, Olga. Escoltant-te, he pensat que l'arxiu no el trobaràs perquè era en mans de la Maria Teresa Baquer. Marie Thérèse Baquer, elle était écrivaine aussi, elle avait été protégée, une protégée de Lucie Bartre. Elle avait gardé beaucoup de ses papiers, beaucoup de ses documents. Et à la mort de Marie-Thérèse Baquer, ces archives ont été jetées. Voilà. Avant que quelqu'un de la municipalité se rende compte, etc. Donc, vous ne risquez pas de trouver les archives personnelles de Lucie Bartre. Après, peut-être des témoignages. Et c'est l'idée, au moins, trouver des traces. Au moins des traces écrites. Par exemple, le Cavi, qu'elle a été une des fondatrices, je l'ai trouvé dans un article de l'Indépendant de 2013. Ça fait pas si longtemps que ça. Donc, trouver ça, des petites traces écrites sur elle, dont elle a fait ça, ou elle l'a pas fait, ou elle a été ici, elle a été là. Et aussi, il y a des hypothèses, je l'ai dit, il y a des choses qu'on suppose et qu'on n'est pas sûr de savoir jamais si c'est vrai ou pas. Travailler avec Simone Guet, donc il n'y a pas de possibilité de regarder par là, qui apporterait un peu plus. Peut-être, mais c'était pas trop copine. Ah. Je pense que c'est surtout l'argent qui faisait qu'elles n'étaient pas trop copines.
pas l'écriture. À l'écrit, je pense qu'elle pouvait arriver à s'entendre. Mais je pense que, plus que pour Lucie et que pour Simone, pour son entourage déjà, des personnes proches, elles n'étaient pas trop copines. Je regardais, j'ai posé des questions. Si Simone, elle avait, par exemple, comme j'ai fait avec Carles Grandó, Montserrat Bayreda, s'il y avait des lettres, mais elles avaient été haïes. Je veux dire, tu peux te trouver avec quelqu'un haï pour parler. C'est pas si compliqué. Je pense qu'il n'y avait pas de lettres. C'est comme avec Monsieur Bonafont. C'est parce qu'elle a fait un entretien avec Pere Verdaguer qu'on sait qu'ils ne se supportaient pas. Mais c'était à l'oral surtout, parce que c'est un village. Donc c'est compliqué de trouver des traces écrites dans les mêmes villages. Avec Carles Grandó, on l'a trouvé parce qu'il n'était pas haï, donc il devait s'écrire. Mais après, pour ce qui était haï, c'est un peu plus difficile de trouver des choses écrites ou des documents des preuves sur tout ce que je dis. Donc un grand merci. Signaler aussi que de toute façon, il ne faut pas hésiter quand on est héritier aussi d'une œuvre, même si petite, si elle semble pas vraiment importante, ne pas hésiter à la léguer ici à la médiathèque peut-être, en tout cas aux archives municipales, aux archives départementales, toutes les œuvres, les correspondances, etc. C'est comme les archives économiques qu'on n'a pas pour le 19e siècle et pour le 20e siècle ici, parce que tout est parti au feu, parce que ça prenait trop de place quand on héritait de monceaux de factures et autres. Et là, c'est quand même autre chose que des factures, c'est une vie littéraire, c'est une vie aussi de femme. C'est intéressant de voir aussi que cette femme, elle a pris le parti du catalan, ce n'est pas rien, puisque, en fait, même si toutes ces jeunes filles étaient éduquées à la française, et souvent on retrouve au marché aux puces et autres des chansons en français, des cahiers où elles écrivent en français, etc. C'est vraiment très... les premières choses qu'elles font au niveau artistique ou personnel, c'est souvent en français. Et là, il y a une sorte de témoignage où elle revient vraiment à la tradition, à quelque chose de vernaculaire, de populaire, puisque, on le voit bien, ce sont des scénettes très populaires. C'est la vie de tous les jours, c'est la vie, ce qui fait rigoler, etc. Et j'ai retrouvé, en préparant un petit peu mon intervention pour te présenter, il y a un tout petit article de M. Walter qui dit que généralement, en Roussillon, c'est dans les années 30, il écrit ça, généralement en Roussillon, à la fin d'un repas, il y a toujours quelqu'un qui se lève et qui va nous en sortir une. Et il nous raconte une catalana de Duntal. Et il nous dit, eh bien, maintenant, avec Lucie Bartre, il va y avoir de nouvelles catalanades, c'est les catalanades de Lucie Bartre. Malheureusement, ce fait-là s'est perdu. C'est très rare de voir quelqu'un tout d'un coup se lever à la fin d'un repas ou autre pour nous en raconter une, et une en catalan. Mais souvent, c'est encore une Duntal, mais pas une de Lucie Bartre, c'est dommage. Mais ça va peut-être venir après cette revalorisation de l'œuvre de cette écrivaine illoise. Merci beaucoup. Merci à vous.